Aujourd'hui, Au Champ du Coq s'intéresse à l'agroécologie. Direction Buzyn, près d'Avlanges, où nous accueille Bruno Grendel, agriculteur, fondateur d'AgriBio. Expliquez-nous un petit peu ce magnifique endroit là que vous avez planté. Eh bien, c'est simplement un verger de poiriers de variété ancienne parce que je trouve qu'il faut se diversifier en agriculture et au fond c'est un peu comme dans les villes, on devient très serré, etc. Donc hop, on monte un peu en hauteur. Donc ici les poiriers vont produire des poires en hauteur et en dessous les moutons pourront goûter. Donc on exploite un peu de l'espace si vous voulez. C'est ça, donc vous allez y mettre aussi des moutons. Les moutons vont y passer et on peut encore cultiver entre les lignes tant que les poiriers n'auront pas poussé. L'année dernière on a récolté des céréales, ça nécessitait du foin et il y aura peut-être de nouveau des céréales. Donc c'est fantastique. Dans le Condroux on fait 2 récoltes par an. Pourtant vous me disiez que le sol n'était pas c'était pas une bonne terre. Il n'y a pas de mauvaise terre ou de bonne terre, on fait avec la terre qu'on a. Ouais. Et puis voilà. Et de toute façon ici, il faut se rendre compte qu'il n'y a même pas 1500 ans, donc hier c'était une forêt. On a tout défriché, donc et quand on défriche c'est le premier pas vers le désert. Et alors ici c'est pour ça que je redéveloppe les vergers et je voudrais beaucoup redévelopper d'agroforesterie. Donc il y a d'abord toutes les haies qui ont été plantées, des arbres, ça. Mais vous voyez l'espèce de plaine qui est là, Ouais. pour moi c'est un désert et je voudrais replanter des lignes d'arbres dedans et on va cultiver entre quoi. Pour recréer un microclimat, recréer un peu de vie, d'oiseaux, d'habitat pour les oiseaux. Bien, mais on va découvrir un petit peu tout votre projet durant cette émission et je vous propose maintenant de voir un reportage qui explique justement ce qu'est l'agroécologie. Engrais, pesticides, semences sélectionnées, machinisme à outrance, c'est le cocktail détonnant auquel a droit la nature depuis le début du XXe siècle. Cette vision de l'agriculture rentable et productive à tout va n'est pourtant ni écologique ni viable sur le long terme. Voici 10 ans, Philippe Barret, généticien à l'université de Louvain-la-Neuve, introduisait la notion d'agroécologie en Belgique, un système qui fait de la nature une alliée et qui renvoie l'agriculture à l'échelle de la ferme. Ce qu'on essaye, c'est de réfléchir le système ferme, pour qu'il soit un système agroécologique, c'est-à-dire agricole productif, et écologique en alliance avec la nature. Et en faisant cette réflexion sur le système, on revient finalement à des fondamentaux de l'agriculture et de l'agronomie. Donc l'agronomie, c'est la science des systèmes agricoles. Ce n'est pas la science des plantes transgéniques, ce n'est pas la science des vaches qui font 10 000 litres. En Wallonie, si le modèle commence à trouver sa légitimité, il reste en minorité car il faut du temps à l'agriculteur pour trouver sa filière et pouvoir en vivre. C'est le cas d'Isabelle Martin qui, voici 25 ans, se lançait sans trop le savoir dans l'agroécologie en créant une ferme herbagère à Ressart, près de Bertry. Je voulais absolument coller à la réalité du terrain, enfin à la nature en tout cas, et à la nature ardennaise. Donc la nature ardennaise, c'est la prairie permanente même plus précisément. Et donc je pense même que ce sont les bovins qui peuvent le mieux tirer profit d'une prairie. Donc on s'est un peu éloigné du système traditionnel en choisissant une race qui n'était pas d'origine. Et donc on a choisi la blonde aquitaine qui valorise mieux l'herbe que les races hautement spécialisées. Et pour comprendre toute la plus-value de ce système qui tend à s'équilibrer de lui-même, c'est dans cette parcelle qu'il faut se rendre. Ici, la luzerne lupuline et les trèfles violets côtoient sans restriction les graminées. La biodiversité est grande et surtout naturelle. C'est une prairie qu'on a laissée à l'état naturel. Et donc, à l'état naturel, on a une flore diversifiée. On a aussi tout autour de cette parcelle la présence des haies qui sont relativement anciennes. On a la mare aussi, donc c'est toute une vie qui vit en symbiose. Donc ici, le foin sera varié. Et cette prairie est amendée, donc fertilisée grâce au fumier qui sera composté un peu plus tard. Et le compost sera redistribué sur la parcelle quand on aura fini de la faucher. Donc on a un cycle vertueux de fertilité. Donc le fumier vient des vaches, les vaches auront brouté la prairie et tous les éléments minéraux vont former un cycle et une boucle de fertilité. Une boucle de fertilité qui va permettre aux agriculteurs de reprendre la main sur leur production, de l'observer et finalement leur rendre leur indépendance. L'idée, c'est bien que l'agriculteur, en étant moins dépendant des intrants, en étant moins dépendant des marchands de machines,
retrouvent en fait une autonomie financière, échappent à la spirale de l'endettement. Ça implique un certain soutien au niveau des prix qui devrait être naturel puisque la qualité des produits est meilleure, et aussi un soutien au niveau des subsides, puisque aujourd'hui c'est un choix de société, l'agriculture est subsidiée, mais on devrait subsidier mieux les agricultures qui sont plus cohérentes avec la société. Et donc l'agroécologie correspond à ce que les citoyens demandent, c'est-à-dire une agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des animaux, plus respectueuse du travail de l'homme. Reste que pour soutenir ce modèle, il faut pouvoir critiquer l'ancien. Et dans un secteur agricole hyper compétitif, l'aventure n'est pas simple. Le défi sera pour les agroécologistes convaincus de pouvoir créer un vrai réseau. Bon, et donc vous avez troqué les vaches pour les moutons? Oui, parce qu'ils auront un autre rôle. D'abord, c'est une race qui peut aller dans le verger sans qu'ils ne mangent pas les arbres. Oui. Donc il faut beaucoup moins protéger les arbres et donc ils vont entretenir le verger. Et alors en plus, après, ici quand on moissonne, donc les champs sont ouverts, eh bien, les moutons passent après la moissonneuse et ils broutent toutes les mauvaises herbes. Donc on ne passe plus des heures et des heures en tracteur, des heures qui sont un peu fastidieuses. Oui, oui, c'est Voilà. ça. Et puis donc, pour le sol aussi, c'est... Et pour le sol, ils engraissent le sol, c'est beaucoup plus joli qu'un tracteur tout seul qui tourne dans un champ. Et voilà, donc ça crée tout un équilibre et moins d'heures de tracteur, moins de pétrole et c'est mieux pour la terre parce qu'il n'y a pas de tassement. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Donc c'est tout un équilibre, mais pour ça, il faudra que je replante énormément parce qu'il faut que les moutons aient de l'ombre et des endroits pour s'abriter. Ouais. Donc ici, ils ont déjà un peu des haies, là il y a des buissons où ils peuvent aller, mais dans la plaine là au-dessus, c'est plus ouvert, donc là il faudra replanter. Et, Là, ils ont quand même déjà un sacré espace. Hein. oui, oui. Mais ça, de l'espace ils ont, mais il faut des endroits où ils se sentent bien, pas dans un désert, et donc il faut des endroits un peu abrités, des endroits exposés différemment, il faut beaucoup d'endroits différents. Bien, bah, nous aussi, on va aller s'abriter, je pense. Hein. Ouais. Et bien on monte juste, ils sont tous peut-être là dans le fond. Ah, mais on va aller les voir. On va aller les voir. Et tout de suite, Regarde, je vous propose c'est très joli quand ils de courent. voir le reportage en région sur des élevages de races rustiques. Bonjour à tous et bienvenue ici à Féchaud dans la commune de Beaurain. On a rendez-vous avec Thibaut Goret. Il va nous parler d'agroécologie. Il va surtout nous présenter à son cheptel de 45 bêtes. C'est parti, suivez-moi. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors voici votre cheptel, c'est une race rustique. De quelle race est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la race partenaise, donc une race qui vient du sud-ouest de la France, qui est une race effectivement rustique. Elle a des qualités en termes notamment de valorisation de fourrage plus maigre. C'est une race qu'on sait élever à 100% à l'herbe, sans nécessairement devoir acheter des aliments venant de loin ou de l'étranger. Et donc elle valorise parfaitement nos herbages ici de Famenne, qui sont quand même des herbages qui ne sont pas les plus riches en tout cas. C'est le compromis aussi entre une vache qui allaite bien, qui a du lait, et les veaux grandissent bien, et de la viande. Des caractéristiques physiques aussi? C'est une bête que je trouve très, très jolie, hein, la beauté de la race partenaise avec ses yeux noirs, son museau foncé aussi et le tour blanc, des caractéristiques physiques qui montrent qu'il s'agit bien effectivement de la race partenaise. Alors vous avez décidé de travailler selon des grands principes d'agroécologie, ça veut dire quoi ça concrètement? Alors l'agroécologie est quelque chose de très vaste, mais globalement c'est essayer de travailler avec les ressources naturelles, favoriser la vie dans son ensemble, pour, dans ce cas-ci, développer un élevage bovin. Et donc, j'ai mis en œuvre différentes choses où je favorise différents éléments du paysage notamment. On peut aller voir un petit peu sur le terrain en quoi ça consiste. C'est parti, allons-y. Bien voilà déjà une deuxième de tes prairies et ici on voit trois éléments importants de l'agroécologie. C'est justement la plantation de ces haies bocagères, les arbres fruitiers et puis alors la pâture tournante. Explique-nous un petit peu.
Alors le pâturage tournant, c'est effectivement le fait de maintenir un troupeau un certain temps sur une prairie en fonction de la production de l'herbe et puis de changer de prairie et puis aller encore ensuite dans une troisième voire une quatrième prairie, revenir sur la première prairie. Et donc ce pâturage tournant permet d'avoir toujours de l'herbe fraîche pour le bétail et en plus permet d'éviter aussi une série de problèmes en termes de parasites. Ça met moins de pression sur la prairie, ça permet à la biodiversité de plus se développer aussi. Les haies bocagères et les arbres fruitiers, là pourquoi c'est important aussi? Le bétail va en profiter. Lorsqu'il y a des intempéries comme hier soir par exemple, eh bien, elles vont se réfugier sous les haies, contre les haies ou sous les arbres, mais aussi par grosse chaleur, par canicule, elles vont avoir de l'ombrage. Donc c'est un élément qui est utile à mon cheptel, mais aussi à plein d'insectes, d'oiseaux. Et alors tu me disais tout à l'heure aussi quand on marchait que tu faisais des cultures de légumineuses pour pouvoir alimenter aussi ton propre bétail. Les légumineuses ont cette capacité à travers leurs nodules de capter l'azote atmosphérique. Notre atmosphère est remplie d'azote et donc grâce à cette captation de cette plante, de ces plantes, les légumineuses, eh bien, on ramène de l'azote naturellement dans les sols qui permet d'avoir des meilleures productions et donc on utilise finalement les éléments naturels et non pas des éléments chimiques pour avoir des productions plus importantes qui sont intéressantes pour le bétail en termes d'alimentaire. Donc ça c'est vraiment l'étape finale. Ça c'est l'étape finale, l'engraissement des bêtes, la finition. Une bête qui a bien vécu, qui a un certain âge, qui a vélé plusieurs fois, qui a donné des beaux veaux. Et puis effectivement, avec les céréales que j'ai produits ici, qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, ça leur permet d'alimenter les bêtes qui sont à l'engraissement, à la finition, pour voilà, terminer en colis. Justement, le produit fini, là aussi vous essayez de le vendre le plus localement possible. J'essaye effectivement de valoriser au mieux cette viande auprès des consommateurs locaux, effectivement, de la vente directe si possible. Donc il y a une partie importante de mon cheptel qui part comme ça. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour toutes ces explications. À très bientôt. Ben voilà, ça c'est un plant de froment d'une variété qui était à la mode en 1905, donc il y a plus d'une centaine d'années. Il n'est pas du tout malade, il est en pleine forme. C'est une variété qui s'appelle blanc de je ne sais plus très bien quoi. L'intérêt de cette variété, c'est de ces vieux froment. Bon, ils produisent peut-être un peu moins, mais d'abord ils sont beaucoup plus beaux, ils sont très hauts, ça bouge dans le vent, c'est superbe. Et vous voyez qu'entre les épis, en dessous, il y a plein de végétation. Et bien, cette végétation ne gêne absolument pas parce que le froment va passer au-dessus, va être plus haut. Et une fois qu'on a moissonné, eh bien, les moutons se font un plaisir de brouter tout ça et de nettoyer. Donc, il n'y a plus besoin de passer en tracteur pour déchaumer. Oui, oui, donc, tout à fait. on a juste le spectacle charmant des moutons qui broutent et plus de gros tracteurs qui font du bruit. Oui, c'est ça. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais en fait, vous êtes fondateur d'Agribio. Et donc, oui. ce froment, évidemment, c'est pour en faire de la farine et puis du pain. En tout cas, c'est très intéressant d'essayer parce qu'on avait déjà un petit lot l'année dernière. C'était un froment qui faisait 16 de protéines, alors que d'habitude, les froments, ici, quand on est à 12, on est très content. Donc, il faudra trouver l'usage qui lui convient par figure. Est-ce que ça va être pour les croissants, ça va être pour les gouzettes, ça va être pour le pain, on ne sait pas encore très bien. Il faudra faire des essais, il faudra chercher, etc. Et je crois que les boulangers vont un peu s'arracher les cheveux parce que il faudra retrouver le bon équilibre, la façon de le travailler. Mais ça les passionne, donc ça va être très amusant. Je me réjouis, j'attends la moisson avec impatience. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est bien. Merci. Alors maintenant, on va aller découvrir justement Agribio, donc, juste après ce reportage d'Antoine Masson et de Pablo Bergmans qui sont allés voir comment ça marche la permaculture. Bonjour tout le monde, ce mois-ci on se trouve à Ouellin. Salut Pablo. Salut. On va parler de quoi? De permaculture. Et oui, et pour cela on va aller rejoindre Serge, un spécialiste depuis de très nombreuses années. Venez avec nous. Bienvenue dans mon potager, il y a plein de bonnes choses à manger. Regarde ça Pablo, c'est joli, c'est la jungle. On dirait qu'on est dans un autre pays. Ah là on a l'impression d'être au paradis. D'être au paradis, en pleine jungle. Bonjour Serge. Vous faites quoi là? Je suis en train d'enlever le pourpier, la Clayton de Cuba. C'est le pourpier l'hiver, il est en graines. On en a mangé durant tout l'hiver. Donc je l'arrache simplement pour couvrir le sol.
L'agriculture permanente, c'est ça, c'est la couverture permanente du sol avec des plantes vivantes ou avec les déchets. Donc ici, le pourpier est en fin de vie, donc on l'arrache pour faire place à d'autres plantes, puisque les plantes vont garder l'humidité. La permaculture, c'est la culture permanente. Voilà, donc il y a plein de choses. Donc en fait, c'est un désordre ordonné, comme je dis. Donc il y a toutes ces plantes sauvages et cultivées qui se ressèment. Et elles cohabitent bien, toutes ces plantes, c'est ça aussi un des principes de la permaculture? Oui, donc c'est une grande diversité et puis alors il faut intervenir. Par exemple, ces plantes d'arroche qui poussent à 2 mètres de haut, si je les enlève pas à un moment donné, elles vont faire trop d'ombre et elles vont prendre trop de place par rapport aux salades et aux choux. Donc voilà, on intervient quand c'est nécessaire pour pouvoir manger, évidemment. C'est la caverne d'Ali Baba. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Parce que là, on voit une végétation, sur combien de temps ça s'est fait tout ceci? Cette serre-ci, elle date, on l'a installée milieu des années 1990, donc 95, là, voilà, ouais, 94, 95. Et vous régulez alors ici, on s'y retrouve? Mais oui, c'est une habitude en fait. C'est sûr que quand on a une serre avec rien que des tomates, quelque part, pour la gestion, c'est facile. Mais c'est pas beaucoup plus difficile ici, c'est juste une habitude à acquérir. Et donc à chaque saison, il y a ces plantes qui arrivent et qui reviennent. J'ai du céleri, des radis, des petits pois, des brocolis. C'est beau, hein? Des poivrons, du navet et des oignons. Hop, on ressort, il fait un peu plus frais ici. Non, il fait bien, il fait meilleur dehors, il fait plus frais. Alors Serge, ici, vous êtes en train de faire quoi? En fait, on met la bâche, c'est une bâche tissée qui laisse passer l'air et l'eau, c'est important pour la vie du sol. Donc comme on n'est pas mécanisé, pour éviter le non-labour, bien, donc on met les bâches, comme ça, avec le soleil, comme les bâches sont noires, les plantes vont se décomposer en dessous, vont nourrir le sol. Et c'est aussi toujours ce principe de permaculture, rester avec un sol couvert en permanence. Voilà, exactement. En petite surface, en petit jardin, on va utiliser des cartons sans encre de couleur. La paille aussi, foin, ça fait aussi partie des choses qu'on évoque quand on parle de la permaculture. Donc toute matière organique qui se décompose, ça va nourrir le sol, ça va couvrir le sol, c'est important, garder l'humidité. Oui, en permaculture, on peut faire de tout. Le principe, c'est de mélanger les plantes. Par exemple, ici, on a de l'ail qu'on a planté à l'automne, et puis donc il y a de la roche, les plantes qu'on a vues dans la serre, les plantes pourpres, la roche pourpre, qui poussent entre, qu'on va laisser jusqu'à un certain stade et récolter avant que ça ne fasse concurrence. Au milieu des autres. Au milieu des... Et il ne faut pas nettoyer là, les mauvaises herbes? Il n'y a pas de mauvaises herbes, elles sont toutes bonnes. Il y en a beaucoup qui sont comestibles d'ailleurs. En plus, elles couvrent le sol, elles gardent l'humidité. Voilà, donc elles n'ont que des avantages. Alors l'inconvénient, c'est elles sont envahissantes. Donc parfois, on doit quand même intervenir. Mais une fois que les légumes ont pris le dessus sur les plantes sauvages, c'est gagné. Elles reviennent et c'est très bien, elles couvrent le sol et elles nourrissent la terre. Voilà, tout le monde vit en symbiose. Voilà, exactement. Voilà, ben, c'est ça la permaculture. Tout à fait. Très bien. Merci Serge, sous la pluie, de nous avoir accueillis pour vous dire, voilà, vous expliquer quelques principes de cette permaculture sur laquelle il y a toujours plein de choses à dire. Mais voilà, j'espère que vous avez saisi l'essentiel. Merci Serge. À bientôt pour un autre Comment ça marche. Bien voilà, ici c'est l'atelier boulangerie de l'Agribio. Oui, c'est la fin de la chaîne. C'est d'ici qu'on a commencé par semer le froment, semer la céréale et c'est ici que tout se termine. Enfin, il faut encore arriver jusqu'au magasin et jusqu'à l'assiette des gens, mais on y est presque. Agribio, ça a combien d'années en fait là? Alors, Agribio a été créé il y a une vingtaine d'années parce que simplement on se rendait compte qu'on était on cultive en Belgique, on a des petites fermes. Et on cultive une matière première qui part sur un marché mondial. Donc on n'est absolument pas compétitif. Donc ce qu'il faut faire, c'est garder la valeur ajoutée et donc transformer. C'est ce qu'on a fait. Ce qui avec maintenant, grâce à ça, il y a 25 personnes qui travaillent ici. Et c'est une coopérative? C'est une coopérative. Alors, nous sommes 3 ou 4 coopérateurs et nous ne produisons pas suffisamment de grains pour la coopérative. Donc nous achetons un peu de grains à d'autres fermiers des environs. C'est ça. Voilà. C'est quand même, ça s'est bien développé en fait. Mais je crois qu'on fait un très très bon produit au bon moment. Donc on a eu un peu de chance d'être là, tombé au bon moment. Mais voilà. Ça. Enfin, vous êtes quand même un agriculteur qui a osé aussi en fait se diversifier comme ça. Mais c'est pas que j'ai osé, j'ai été obligé. Il n'y avait pas d'autre porte de sortie. Donc
il faut d'abord, je crois, se diversifier le plus possible, s'adjoindre d'autres compétences, parce que bon, comme fermier, on sait déjà faire plein de choses, on est tous fantastiques, mais il y a des compétences qu'on n'a pas. Ouais. Et donc, voilà, et c'est grâce à ça qu'on fait quelque chose qui tourne. C'est bien, ben, on va encore aller voir l'atelier pâtes, hein, parce que ça c'est aussi une diversification en plus. Et ben, maintenant je vous propose de rejoindre Ludovic en cuisine. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séquence de Manger en long. Aujourd'hui on fait des asperges, mais pas n'importe comment, au barbecue. On a choisi ici les asperges de chez Stéphane Longlune, c'est un producteur du côté de Jurbise qui est vraiment assez exceptionnel. Alors, ces asperges, on les a simplement épluchées et on va les badigeonner d'un filet d'huile. Alors, l'huile va avoir deux avantages. Premier avantage, c'est que ça va empêcher à l'asperge de trop coller sur la grille du barbecue, mais aussi également de capter, en fait, le gras est un capteur d'odeur et de goût. Donc, ça va capter la fumée du barbecue et ça va permettre d'avoir vraiment ce bon goût de barbecue fumé. Je mets une pointe de sel et je retourne mes asperges afin qu'elles soient vraiment bien badigeonnées d'huile. Alors, barbecue, bien entendu, juste à la bonne température. Donc, une braise légèrement rouge. Et on vient simplement poser les asperges sur le barbecue bien chaud. Alors, petit truc de chef, si on peut dire ça comme ça. J'ai ici des petits morceaux de bois bien secs. Hop, je viens simplement glisser mes morceaux de bois dans la braise. Voilà, avec 2-3 morceaux, c'est largement suffisant. Et on voit directement la fumée qui s'en dégage. Donc en fait, ces morceaux de bois vont faire un peu un effet fumoir pour les asperges. Et donc, on va tout simplement mettre dans le couvercle afin de conserver cette fumée au maximum. La cuisson des asperges comme ça au barbecue, environ 5 minutes maximum. Donc 2 minutes 30 de chaque côté, c'est très bien. Et alors, on voit là maintenant que la fumée se dégage, on a une bonne odeur de fumée de bois grâce aux petits morceaux de bois qu'on a injectés dans les braises. Voilà. 5 minutes de patience et on pourra déguster. Voilà, nos asperges sont maintenant bien grillées. Comment fait-on pour revoir la cuisson d'une asperge au barbecue? On la prend simplement avec sa pince et alors on doit la secouer légèrement et on doit voir qu'il y a une légère flexion de l'asperge tout simplement. On aime les garder bien croquantes bien entendu. C'est ce qui fait tout le succès d'une recette comme celle-ci. Tout simplement grillé, on sent vraiment le feu de bois grâce aux petits copeaux de bois qu'on a mis dans la braise qui ont fait vraiment un effet de fumoir. Donc voilà, tout simplement, une manière différente de préparer les asperges au barbecue pour vos fêtes en famille ou autres. Eh bien, à bientôt et à dans un mois pour une nouvelle séquence de Mangeons à long. Au revoir. Voilà, on termine cette émission ici. C'est encore une diversification que vous avez amenée en plus dans les produits, en fait, finalement, issus du froment, quoi. Oui, voilà, donc on fabrique à partir de nos céréales des pâtes qui sont fantastiques, qui sont délicieuses. Et c'est un produit pour nous très intéressant parce qu'il se conserve très longtemps. Et alors, c'est absolument délicieux et on en vend de plus en plus. On n'arrive pas à suivre tellement il y a une demande. Et alors, vous me parliez du petit... comment on appelle ça? Du moule en bronze. Mais ça, voilà, ça c'est typiquement AgriBio. Quand on fait quelque chose, on ne fera jamais des quantités énormes, mais on veut le meilleur. Donc ici, voilà, c'est un moule en bronze. Et le moule en bronze fait que les pâtes sont un peu rugueuses. Et donc, elles absorbent beaucoup mieux toutes les sauces. Donc, voilà, quand vous avez des pâtes et que vous voyez la sauce qui tombe dans le fond de votre assiette, eh bien, c'était un moule en téflon. C'est des pâtes pas chères. Donc, achetez toujours des pâtes chères, ça vaut vraiment la peine. Alors, en fait, ici, c'est vrai que ça, c'est encore un projet, mais vous en avez encore d'autres qui sont en train de se développer aussi, qui gravitent, on va dire, autour de cette ferme. Hein. En fait, le principe ici, AgriBio, Cyclanterre, tous ces projets viennent du fait que c'est développer, transformer tout ce qu'on peut produire chez nous. On vit dans un pays de cocagne, on peut produire des tas de choses délicieuses, il faut les transformer sur place. Et pour moi, une des plus grandes satisfactions, c'est d'avoir beaucoup de gens qui viennent travailler ici. Je veux que le hameau ici ne soit pas un village dortoir, mais soit un village où plutôt les gens viennent travailler.
Ouais. Et donc c'est un peu ce qui se passe maintenant parce qu'il y a plus de gens qui viennent travailler que de gens qui habitent. Ça va peut-être changer. Hein, Ouais, avec ça. voilà. Et alors, des cycles en terre, c'est quoi exactement? Alors, cycle en terre, ça part de nouveau du même principe. Là, c'est pour développer l'indépendance alimentaire. Si vous ne pouvez pas produire vos semences, vous êtes obligé de les acheter, vous devenez dépendant. Donc ici, cycle en terre, c'est une coopérative qui fait des semences locales bio-reproductives. Donc, ces semences qu'on va produire, que vous allez acheter, vous avez des salades, vous laissez pousser une salade, vous pouvez en laisser une et récolter les semences et les ressemer. Donc vous devenez indépendante d'un point de vue alimentaire. Vous n'avez plus besoin d'aller acheter des semences hybrides, etc., qui ne se reproduisent pas. Voilà, et vous savez ce que vous allez avoir. Votre but, c'est vraiment de créer toute une petite économie comme ça. Résiliente et circulaire, voilà. Parce qu'ici, dans l'agri-bio... Respectueuse de la nature. Voilà, exactement. Il faut travailler avec la nature et pas contre. Parce que si on gagne la guerre qu'on a déclarée à la nature, ça va être très, très grave. Quoi. Ouais. Ça implique, ça donne beaucoup de responsabilités, mais au moins, on sait ce qu'on fait. Quoi. Il n'y a pas de point noir. Et on sait ce qu'on mange. Voilà, exactement. Bien. Voilà. Merci beaucoup pour toute cette explication et ce beau projet que vous avez monté ici donc à Buzin. Et puis, quant à nous, on se retrouve le mois prochain. À très bientôt. À l'agenda, le week-end des 22 et 23 juin, 72 fermes vous ouvrent leurs portes partout en Wallonie. Des visites et des animations sont prévues pour toute la famille. Du 20 au 23 juin, le château d'Arville, près de Gèves, accueille son concours hippique international. Rendez-vous les 6 et 7 juillet pour les épreuves nationales et communautaires. La 74e foire agricole de Soigny se déroulera le dimanche 30 juin avec dès 9h un marché fermier, des concours d'animaux et des animations pour enfants. À très bientôt.